Cette émission vous est proposée avec la participation de Epitech Digital. Salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 149 avec Bertrand. Comment vas-tu, Bertrand ? Eh bien, ça va très bien, Ça merci. va, toujours Impeccable, et confiné toi? avec les enfants, tout ça. Exactement, les enfants qui sont calmes et Qui sages sont comme calmes. des images, vous ne les entendrez pas pendant cet Oui, non, épisode. mais justement, dans cette émission, on va parler d'une solution pour éviter d'entendre les enfants dans les réunions de travail ou les Voilà. podcasts que l'on enregistre. Et c'était justement pour ça que je leur ai demandé de faire vraiment du bruit ce Et soir, oui, histoire exactement, qu'on histoire puisse de mettre voir en si avant. ça va fonctionner. Voilà. Alors, pour nous soutenir, je vous rappelle quand même que vous avez la possibilité de le faire via tipeee.com/stdrenegade. Voilà, vous allez sur le Tipeee, vous pouvez nous soutenir. Ou sinon, vous avez un Twitch Prime. Ben voilà, là, on en a un qui vient de tomber de Mister SP qui nous a fait Parfait. un Twitch Prime. Merci à En Mister direct SP. sur Twitch, donc ça nous soutient, évidemment. Vous avez aussi la boutique et tout un tas de choses. Et on remercie au passage notre sponsor Epitech Digital, l'école de la transformation numérique, qui sponsorise cette émission. Merci à eux, et n'hésitez pas à aller voir, vous avez le lien sur la chaîne Twitch en bas, et vous l'aurez sur le site web dans pas longtemps. Donc merci à eux, et on va démarrer tout de suite les news avec la Chine. Et oui, la Chine Eh oui. qui veut tester sa monnaie numérique. Exactement. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, la Suède avait lancé ça, Oui. et donc maintenant c'est au tour de la Chine d'expérimenter sa propre monnaie numérique. Donc c'est une information qui a été confirmée le 20 avril au Wall Street Journal. Et dans ce qu'on a compris, en fait, c'est l'annonce de la crypto-monnaie Libra, c'est celle qui était notamment poussée par Facebook et qui, depuis, a perdu pas mal de sponsors, qui avait poussé la Banque populaire de Chine à accélérer ses recherches sur son programme. Oui. Et donc, ils doivent maintenant lancer un pilote pour pouvoir tester les fonctionnalités de sa monnaie et de sa crypto-monnaie. Donc, Ouais. Et donc, ça serait un ballon d'essai qui serait prévu avant le déploiement généralisé lors des JO d'hiver de 2022. Tout à fait. S'ils sont bien maintenus en fonction de comment évoluera le monde d'ici là. Donc, un des points, c'était limiter les risques d'inflation via la diffusion de la monnaie locale. Donc, le but, ça serait de pouvoir la diffuser de manière en quantité limitée, sur une période bien délimitée. Et donc, il y aura 4 villes de test dessus. Donc, le nom de la monnaie, ça s'appelle DCEP. Donc, c'est pour Digital Currency Electronic Payment. Ouais, ok. Ouais. Et le Wall Street Journal rapporte que, en fait, on a la moitié des indemnités de transport des fonctionnaires, en fait, seraient payées en monnaie numérique dès le mois de mai, de manière à pouvoir générer, en fait, de la monnaie. Ouais, tout à fait. Ils sont déjà, de toute façon, vachement en avance sur les paiements numériques, la monnaie numérique. Il y a finalement très peu de cash, en fait, depuis longtemps. Effectivement, ouais, tout à fait. Et donc, pour le coup, on leur a invité à installer une application qui leur permet de dépenser leur monnaie chez certains commerçants qui font partie Évidemment, du programme. c'est pas anonymisé. Hein. Alors, ouais, ils te disent que c'est un peu anonymisé, mais ça ne l'est pas autant que les crypto-monnaies. C'est un peu anonymisé, mais pas trop. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que forcément, ils veulent lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les jeux de hasard. Donc, il y a une notification au fait que ça ne soit pas comme une crypto-monnaie type Bitcoin, totalement anonyme. C'est ça. Donc, on ne sera pas totalement anonyme avec cette crypto-monnaie-là. Et donc, effectivement, ils vont travailler dessus pour garder quand même une protection de la vie privée, mais tout en luttant contre le blanchiment et ainsi de suite dont on parlait. Évidemment. Donc, à suivre, dessus, mais c'est toujours intéressant, ces déploiements de nouvelles monnaies pour voir un peu l'évolution et les utilisations. Ouais. De toute façon, on en reparlera après du paiement et des évolutions du paiement. Ça sera le sujet de notre dossier du soir. Je vais vous parler du RTX Audio, RTX Voice. Donc c'est, alors on connaissait le RTX, le Ray Tracing pour les graphismes. Figurez-vous qu'en fait, vous pouvez aussi le faire, utiliser le Ray Tracing pour traiter l'audio.
Alors comment ça se passe? Dans les derniers drivers, vous avez donc le RTX Voice qui vous permet, vous choisissez un micro d'entrée, l'appareil qui est connecté à votre en USB par exemple à votre ordinateur, et un device de sortie, donc par exemple votre casque ou vos haut-parleurs, bref. Évidemment, ça fonctionne très bien dans OBS, Zoom et tout ce genre de trucs. C'est encore en bêta, donc ils veulent quelques feedbacks et tout ça. Et en gros, ça va utiliser le machine learning et le deep learning les processeurs d'IA de ces cartes graphiques là. Donc ça nécessite des gros calculs et elles sont équipées pour ça. Donc ça fonctionne de base sur des GeForce ou des Quadro RTX, donc la gamme des séries 20. Seulement il y a un petit moyen d'activer, un peu comme pour le RTX vidéo, sur les cartes de la série 10 et la série 16, donc les 1660 dont j'avais parlé et ainsi de suite. Hein. Il y a pas, un petit bypass. Voilà, un petit bypass, et le résultat est bluffant. Alors, je vais vous faire écouter un extrait audio. Toi, si tu veux l'entendre, Bertrand, il faut que tu ailles sur la chaîne Twitch, parce que tu ne l'auras pas en retour. Donc, si tu veux écouter le résultat, donc tu risques de m'entendre en décalage de secondes, voilà. Mais je te laisse te configurer tout ça. Moi, je vais vous diffuser un petit extrait. Donc, c'est un extrait de Barnacles, qui en fait utilise son micro sur son bureau et tape sur le bureau avec le marteau d'un côté et a un énorme ventilateur industriel qui souffle sur le ventilateur en même temps, sur le micro en même temps. Et il va parler. Donc je vous fais écouter l'extrait et on en parle juste après. It's not perfect, but it's like way better than anything you'd ever expect, right? Donc là, il est en train de parler. Et en fait, c'est activé. C'est-à-dire que là, ça souffle déjà. Et il tape sur le bureau avec son marteau. Vous allez me dire, ouais, il a réglé le gain, tout ça. Non, vous allez voir, il va désactiver le RTX Voice. Et vous allez voir. This is fucking hilarious. Okay, this is genuinely the coolest shit I've ever seen. All right, there, I just disabled the filter. This is what it sounds like right now. Hey guys, welcome to Afternoon Coffee. Does this sound cool? Is this good audio quality? Let me enable the RTX filter again. Hold on here. All right, RTX coming on. And now we got okay, voilà, I still hear the same thing through my headset. It's super fucking loud, banging. I got air blow. My neighbors can probably hear this dead blow hammer. This is just fucking cool. Voilà, c'est juste hallucinant la façon dont ça processe le truc. Et on a quelqu'un en interne, notre cascadeur de l'extrême, Nico Poppy, qui a fait un test dans l'après-midi. Alors je vais vous passer aussi l'extrait audio. Un petit test dans l'après-midi. Donc il a mis de la musique carrément sur son téléphone. Sans le logiciel RTX. Donc sans le logiciel RTX, on entend la musique et ça va. Je l'active. Voici ce que ça donne quand je parle. On m'entend très bien. Je vais le remettre. De la musique sur mon smartphone. Sans le logiciel RTX. Je l'active. Voici ce que ça donne quand je parle. On m'entend très bien. Ah oui, c'est saisissant, là, effectivement. Voilà, c'est juste hallucinant. D'accord. C'est juste hallucinant. Ça veut dire avec le décalage de son, j'ai pu l'entendre que maintenant, mais c'est vraiment impressionnant. Là. Ah oui, même avec le test de Nico, là, c'est fou. C'est juste bluffant. Et il n'a pas du tout une RTX Draxas. Il a une 1080, je suppose. Quelque chose comme ça. Et ça marche nickel. C'est juste fou. C'est-à-dire que au studio, par exemple, au studio d'enregistrement, on demande souvent aux voisins du dessus d'être calmes pendant l'enregistrement de beats, parce que dès qu'il marche, on entend les bruits de pas ou ce genre de trucs, et ça annule complètement la chose. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et a priori, il a fait aussi la démo en écoutant une chanson, dont une chanson chantée. Et en fait, quand tu passes la chanson au niveau du micro et que tu écoutes le retour au niveau du casque, il supprime la musique et tu n'entends plus que la personne chanter. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est un poil métallique, Draxas. C'est pas robotisé le son. C'est un poil métallique, mais ça reste largement acceptable. C'est fou en fait. C'est fou.
Oui, je suis avec Simon Pegg, Kirby Tech. C'est exactement ça. Ce soir, on a Simon Pegg qui est avec nous. Non, mais qui c'est qui a marqué ça encore? Kirby Tech. Donc, non, mais honnêtement, cette technologie RTX audio est bluffante. C'est pas uniquement c'est pas uniquement en fait une histoire d'annulation de bruit basique comme on voit en fait par exemple sur Discord ou autre. Là en fait on est en mode, c'est une intelligence artificielle qui va faire l'analyse du son et qui va dire ça c'est une voix, je la garde, le reste je l'enlève. Mais c'est fou. Ouais, C'est-à-dire c'est vraiment que impressionnant. Ouais. Parce que là, on joue pas juste sur des fréquences Ah non, pour arriver à non, pas du identifier les tout. fréquences de la voix humaine. Là, on est vraiment sur de l'IA qui vient C'est ça, isoler et qui une vient voix. isoler, qui dit alors ça c'est pas une Ouais. voix, je l'enlève. Ben Chagara en fait, on lui a appris en fait, on lui a appris. Hmm. Et voilà, et ça bouffe pas tant de GPU que ça. C'est normal, Nico Bobby, parce qu'en fait, ça utilise la partie encodage vidéo, pas du tout la partie calcul 3D. En fait, il faut savoir que les puces, même depuis la génération des GTX série 10, ont justement des puces qui sont séparées. Si vous regardez le chipset, si vous regardez la carte, vous avez en fait une partie une partie de la carte qui est dédiée uniquement au computing 3D et l'autre qui est dédié à l'encodage vidéo et à des fonctions annexes. C'est encore plus marquant sur les RTX parce qu'il y a carrément un chipset d'intelligence artificielle. Elles sont vraiment faites pour ça. Donc ça va utiliser en plus cette partie-là et ça sera sans doute encore plus efficace. Mais c'est déjà ultra bluffant. Ultra bluffant. Ouais. Si je viens à côté que je parle, comment il sait Quand t'as mis l'extrait, moi j'ai cru que c'était vraiment un extrait qui était calculé, qui était fait exprès, mais là avec Nico, bon ben voilà. Ah non, c'est pas et lui calculé. en plus ça n'a pas la carte qui t'est demandée, donc là c'est vraiment non. extrêmement bluffant. Clairement non. En fait, je pense que si effectivement Chagara vient parler à côté de moi, si elle parle suffisamment fort, ça fonctionne en live, c'est ça qui est fou. Mais si par exemple c'est des gamins qui hurlent en fond, ça y aura pas de souci. Tu vois, par exemple, dans ton cas, si on entend tes enfants derrière, il n'y aura pas de souci. Si Chagara parle derrière moi au micro, mais comme elle le fait des fois, tu vois, quand elle joue, ou même moi, quand je joue, des fois, on m'entend dans son micro, je pense que cette partie-là pourrait être annulée. Parce que c'est vraiment considéré comme un bruit de fond, la tonalité n'est pas la même et tout ça. Par contre, si je suis vraiment à côté, c'est-à-dire que si elle se met là à côté et qu'elle parle, ça supprimera pas sa voix. Clairement, ça supprimera pas sa voix. Ou si elle est juste positionnée à 1 mètre de moi et qu'elle parle suffisamment fort, ça la supprimera pas non plus. C'est vraiment fait pour du bruit de fond. Une machine à laver, peu importe. Ça marche de façon incroyable. Je vous repasse l'extrait de... Là, j'aime bien, parce que vraiment, tu préfères lequel? Celui de Poppy ou celui du Moi, c'est celui de Poppy, parce que vraiment, on voit la différence en mode on-off. Mais si tu hurles, ça marchera pas, Chagara. C'est une voix humaine, là, pour le Voilà. coup. Allez, je l'envoie. De la musique sur mon smartphone, sans le logiciel RTX. Je l'active. Voici ce que ça donne quand je parle. On m'entend très bien. Voilà, c'est... Ouais. C'est bluffant. C'est juste bluffant. Après... Alors, Chagara, les enfants qui hurlent, en fait, s'il analyse que c'est une voix, en fait, il le laissera allumer, en fait. Si jamais c'est une voix en fond, c'est pareil, il l'annulera en fait. Si par contre tu es dans la même pièce que moi en train de hurler, ça fonctionnera pas. Donc, ce qu'il faut se dire, Chagara, c'est que s'il annule ta voix, c'est que quand tu cries, tu n'as plus une voix humaine. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Un peu comme les enfants finalement. C'est pas humain de hurler comme ça. Mais non, mais honnêtement, c'est juste bluffant. Enfin, moi, je vais tenter de l'activer sur ma machine pour faire des tests. Mais je trouve ça hallucinant en fait. Voilà. Donc une voix enfant, ils annulent la voix. Si jamais on passe une chanson, un morceau de musique chanté, normalement, il est censé enlever les instruments de musique et garder la voix, en fait. Tu vois? Il considère que la musique en fond est un bruit de fond. Et il doit vous laisser que la voix du chanteur, en fait. C'est dingue. C'est complètement dingue. Donc voilà, le RTX audio, si vous avez une carte de la série 10, vous pouvez déjà le tester. Si vous avez une carte, évidemment, de la série 20, allez-y. Vous mettez à jour le dernier driver et vous pouvez activer ça assez facilement donc au niveau du GeForce Now.
Bref, juste bluffant. Ouais, vraiment impressionnant. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Go test en live. Non, je vais pas le tester là tout de suite. Parce que déjà que ma machine a eu droit à un bel écran bleu avant d'en redémarrer l'émission ce soir, je n'ai pas envie de tenter le diable tout de suite là. Des comptes Nintendo hackés. Voilà, on parle maintenant de jeux vidéo. Avec des comptes Nintendo hackés, exactement. Donc, où on a. Alors, ça a été en tout cas officialisé le 21 avril par Nintendo. On aurait des comptes qui ont été hackés. Donc, c'est des comptes Nintendo. Donc, vous allez me dire, c'est quoi en fait l'impact? C'est tous ceux qui avaient un moyen de paiement de type PayPal, par exemple, qui étaient liés au compte sur votre Switch. Moi aussi, hein, forcément, mon fils a une Switch. Hein, donc, il avait mon PayPal qui était relié. Et donc, pour le coup, tous ceux qui avaient un compte PayPal activé et qui n'avaient pas l'authentification double facteur ont un risque d'avoir leur compte qui a été piraté, hacké. Et l'impact, c'est que les pirates peuvent prendre le contrôle du compte et réaliser des achats. Aujourd'hui, c'est principalement ce qu'ils ont constaté sur des V-Bucks, qui sont la monnaie virtuelle sur le jeu Fortnite, et avec des sommes qui peuvent dépasser des centaines d'euros. Donc, les collections proviennent généralement de plusieurs pays, type Chine, Pologne, Israël, États-Unis. Et donc, Nintendo envoie des alertes aux joueurs pour leur demander est-ce que vous pouvez vérifier que ce soit bien vous qui avez fait ces connexions-là et ces achats. Mais c'est pas automatique et c'est pas tous les cas. Donc, l'idéal, c'est déjà très rapidement de changer votre mot de passe. Moi, j'ai viré le compte vous aviez moi, je suis allé dans PayPal et j'ai coupé le lien et l'autorisation que j'avais entre. Moi, je l'ai viré du compte Nintendo et j'ai viré du compte Nintendo et je l'ai viré de PayPal. J'ai tout viré, double sécurité. Ensuite, c'est de renforcer la sécurité. Vous avez la possibilité de faire une authentification double facteur avec par exemple avec l'application Google là qui permet ça. Et c'est l'occasion de s'en servir. Exactement, voilà, c'est l'occasion de s'en servir et de renforcer la sécurité d'accès à ce compte pour éviter de nouvelles déconvenues, parce que effectivement, ça n'a pas l'air extrêmement sécurisé. Bon, maintenant après, la question est quand même de se poser côté Nintendo, comment est-ce que ça a pu se produire? Et pour l'instant, on n'a pas les informations, donc on ne sait pas comment est-ce qu'ils ont réussi à les récupérer. Est-ce que c'est de la force brute? Est-ce que c'est le fait que vous utilisiez le même mot de passe entre plusieurs comptes et donc il y a des comptes qui ont été piratés et donc une attaque sur les comptes Nintendo. On sait pas, on connaît pas vraiment l'origine du truc. Même. Voilà, pour l'instant on ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas soyez prudents. Donc par sécurité, vous virez PayPal de vos moyens de paiement et double tente. Après, si c'est un hack côté serveur, la double tente, ça servira pas à grand chose en fait. Ouais, effectivement. C'est ça. Si ça vient de chez eux et que c'est des serveurs Nintendo qui ont été hackés, là faut vraiment s'inquiéter. Vous pouvez mettre la double authentification, ça ne servira pas à grand chose. Mais de toute façon, par défaut, essayez de l'activer, c'est quand même beaucoup mieux. Motorola qui revient avec. Avec. Alors, du coup, j'ai oublié un espace dans le titre, mais du coup, je le rajoute et personne n'a rien vu, du coup, j'aurais mieux fait de rien dire. Avec le Edge Plus. C'était Hello Moto, et pas Hello Moto. Avec le Edge Plus et le Edge, voilà, il y a deux versions. Une version haut de gamme, une version moyenne de gamme. Alors, devinez quoi? Le Edge Plus, c'est la version haut de gamme. Donc, voilà, avec un design qui ressemble à tous les flagships du moment. Ah oui. Voilà, clairement. Là, sur cette photo-là, je peux pas le distinguer des autres. Non, voilà, et sur cette photo, je pense pas non plus, à part le Motorola derrière. Si, juste pour les objectifs, où on n'a pas un rectangle moche qui fait tout. Ouais, ils l'ont pas tous. Plus ou moins moche. Ouais. Ils l'ont pas tous. Mais juste les objectifs insérés. Alors, à ton dans avis, la coque. sur cette photo, c'est le Edge ou le Edge Plus? Vu le nombre de capteurs, je suppose que c'est le Edge Plus. Eh bien raté, c'était le Edge. Bon, en fait, c'est très difficile de les distinguer, les deux. Je vais vous faire le récap des caractéristiques et vous allez comprendre pourquoi. Donc, écran 6,7 pouces en OLED, c'est le même pour les deux. Donc déjà, ils font exactement la même taille, ils ont le même écran. Donc déjà, rien qu'en regardant l'écran, c'est dur de dire. Déjà, c'est compliqué. Il y en a un qui a un Snapdragon 865, l'autre a un 765. Vous voyez la différence? Il y en a un qui a jusqu'à 12 Go de RAM, l'autre en a que 4.
Vous voyez, D'accord. 4 Go de RAM et 128 de stockage. L'autre, il a 12 Go de RAM et 256 de stockage. La batterie est plus petite, mais ça, on peut pas le voir à l'intérieur. 4500 mAh pour le Edge et 5000 mAh pour le Edge Plus. Il n'y a pas de charge sans fil sur le Edge. Voilà. Donc, contrairement au Edge Plus, qui lui dispose de cette charge. Derrière, on a toujours plusieurs capteurs photo. Hein. Simplement, en fait, il y en a un qui dispose d'un capteur de meilleure qualité, un qui a un capteur 64 mégapixels, l'autre un 108. Enfin bref, il y a tout un tas de différences techniques sur les capteurs. Et voilà. Et après, le reste, ça reste à peu près la même chose. Donc, c'est un retour de Motorola en force sur le marché parce que voilà, ils n'avaient pas de téléphone haut de gamme, hein, à part le Razr, mais voilà. Et alors, il faut quand même compter $999 pour le Edge Plus. Le Edge est à je crois que c'est $150 de moins. Ça reste dans le haut du panier. Ça reste dans le haut du panier. Prix, hein. Ce sont des téléphones 5G. Et même le Edge Plus est en sub 6G, comme ils disent. C'est-à-dire qu'il est capable de 5G, 5G+, et l'appellation commerciale de la sous 6G, c'est-à-dire qu'il est capable d'atteindre des ondes qui sont très très courtes, qui sont exploitées que sur le réseau Verizon aux États-Unis. C'est pour ça que dans un premier temps, ce téléphone est exclusif à Verizon aux États-Unis. Vous le trouverez pas chez nous. Mais voilà, c'est intéressant de les voir débarquer. Alors, il faut pas se leurrer, c'est un Lenovo, hein, brandé Motorola. Mais voilà, mais la marque Motorola n'est pas morte. Et c'est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'ils avaient tendance à faire des portables plutôt abordables à l'époque, mis à jour régulièrement. Et là, on se retrouve. Surpris par le prix quand même. Hein. Ouais, honnêtement, ouais. Mais maintenant, en fait, le truc, c'est que moi, je suis d'accord avec les gens qui disent il faut arrêter de copier Apple. Il faut arrêter de copier Apple sur les prix. Parce que quand Apple a fait son iPhone 10 à 1000 €, tout le monde a dit oh là là, vous vous rendez compte, un SMIC, machin, tout ça. Maintenant, ils sont à 1200 €. Là, il suscite à 1000 €, ce Motorola. Ouais. Hors taxe, hein. Donc, si jamais il était vendu chez nous en France, il serait à 1100 et quelques, presque 1200. Il faut arrêter de copier Apple sur les prix. À un moment, voilà. Moi, je trouve que quand tu attaques comme ça le marché, quand tu reviens sur le marché, revenir avec un niveau de prix aussi haut en ne savant pas en fait derrière, est-ce que tu vas avoir, est-ce que vraiment ça va être suivi en termes de mise à jour, en termes de sécurité, c'est quoi le service client qu'on va avoir, enfin. Pour un téléphone en plus exclusif marché américain. Ouais. Moi, je trouve ça un peu surprenant d'aller attaquer si haut au niveau des prix. Et moi, si j'avais acheté de l'Android, je me dis, est-ce que je prends le risque en fait de me lancer avec cette marque-là qui revient sur le devant de la scène Est-ce que je pars pas plutôt sur un Après, si t'es américain et tu votes Trump, tu achètes Motorola. Ouais, sauf que c'est chinois, hein, mais bon. Mais ça, ils savent pas lui, hein, tu sais. Maintenant, on sait plus à qui appartient Motorola. Bon, ils étaient chez Google. Bon, maintenant, ils sont chez Lenovo. Ça peut jouer. Ouais. Mais bon, voilà. Ils sont de retour. C'était pour le souligner. D'accord. Ils ne sont pas morts. Toi, tu vas nous parler encore de moyens de paiement. Toi, c'est ton marronnier du moment. Oui, écoute, tu veux dépenser ton argent. Donc, et tu sais plus comment faire. Donc, voilà. Étant donné que j'ai des produits Apple, je sais très bien comment dépenser. Ouais, c'est ça. C'est un bon moyen, si tu sais pas. D'ailleurs, je précise à Nico Poppy que là, Bertrand n'est pas sur un Mac. Il est sur un PC. Donc, il pourrait activer le RTX. Enfin, il pourrait, sauf que c'est 970 sur son ordi. En fait, j'ai Mac et PC à la maison. Voilà, mais là, c'est le Mac qui diffuse. Ah, c'est le Mac qui diffuse, ok, d'accord. Ouais, là, c'est le Mac. Je voulais de la stabilité. Ah oui, je comprends. Bon, ouais, c'est troll à part. Donc, c'était juste pour dire, donc effectivement, on a Google qui est en train de se préparer pour lancer un concurrent d'Apple Card. Même dans les news Google, je suis obligé de mettre des références à Apple. donc, pour le coup, c'est quand même intéressant de voir que Google lancerait un service similaire. C'est un article qui a été publié quelque chose sur le site TechCrunch. Et on voit en fait qu'il y aurait une application mobile qui permettrait d'utiliser en fait un média qui s'appellerait Google Pay Card.
Donc, c'est un service qui est assez similaire à Apple Card. Et donc, Google pourrait proposer celui-ci avec des banques américaines. Donc, c'est principalement aujourd'hui pour les États-Unis, mais il y a une volonté ensuite d'étendre dans le reste du monde et surtout en Europe. Ok. Donc, ça pourrait être avec les banques dont Citi, Stanford, Federal Credit Union. Ouais. Exactement. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que Google n'est pas le seul. Il y aurait Huawei aussi qui voudrait proposer sa propre carte. Ouais. Et donc, il veut se positionner sur ce périmètre-là. Huawei en Chine, ouais. Donc, oui, bien sûr, oui. Donc, est-ce que c'est une tendance aujourd'hui dans l'industrie des smartphones? C'est ce qu'on peut se poser c'est un service. comme question, hein. Exactement, c'est un service complémentaire. Voilà. Faut pas oublier qu'ils ont tous proposé du paiement sans contact. Donc, de là à faire le lien avec une carte, le raccourci se fait très vite. Ouais. Mais tu vois, ils te gardent c'est vraiment pour te garder dans l'écosystème parce que aujourd'hui, tu prends une Apple Card. Demain, si tu dis, ok, je quitte l'écosystème Apple, je vais te retourner sur Android, tu changes ton téléphone, ok. Mais du coup, même ton moyen de paiement associé à ton téléphone, il est plus valable, donc du coup, il faut que tu changes de banque, entre guillemets. Que tu passes la connaissance client. Enfin, c'est compliqué, oui, voilà, la connaissance client, mais là, c'est fou. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait moi, je trouve que le gap de prendre ta banque Enfin, ta banque. Tu dis un moyen de paiement en plus Apple, c'est un pack. Aujourd'hui, moi, je serais pas prêt à franchir. Pour tout te dire, parce que je me dis, si demain, je veux changer de crèmerie, déjà, alors heureusement, Apple Music est dispo un peu partout, tu vois, je serais pas obligé de tout péter. Mais parce que tu vois, pour la télévision par exemple, je trouve quand même que l'Apple TV reste le player, la set-top box la plus efficace, quoi qu'on en dise. Même si j'ai une Shield aussi et que j'utilise la Shield dans le salon et l'Apple TV dans ma chambre. Mais je trouve que l'Apple TV reste quand même beaucoup plus agréable à utiliser, beaucoup plus stable. Et tu vois, il y a des trucs que j'aimerais garder, mais dès que tu commences à avoir un système hétérogène, ça devient compliqué. C'est-à-dire que AirPlay avec un téléphone Android, c'est compliqué. Enfin, tout devient compliqué. Si en plus mon moyen de paiement devient compliqué, donc voilà. C'est un peu le risque, mais en tout cas, là, l'idée en tout cas, ça serait d'offrir des comptes chèques intelligents via le Google Pay, avec de l'IA derrière, qui pourrait aider leurs clients à bénéficier donc d'infos utiles, d'outils de budgétisation, et tout, par contre, est assuré par des banques fédérales, donc c'est pas directement Google qui vient utiliser votre argent et le placer. Donc, je trouve comme approche en tout cas intéressante. Moi aujourd'hui, je ne serai pas client, donc effectivement, je te rejoins. Surtout, je ne serai pas client de Google là-dessus, parce que quand c'est une société dont le business model, c'est quand même d'utiliser des données clients anonymisées pour les revendre et autres. Oui. Je te dis, mettre mon compte bancaire chez eux, c'est quand même audacieux. Ouais. Mais ça montre par contre une volonté, et je suis pas sûr d'avoir le même discours dans quelques années. Donc, oui, peut-être que ça changera. évoluera dessus. En tout cas, c'est une inquiétude supplémentaire pour les banques, on va dire, traditionnelles. Ah bah, ça fait un concurrent de plus, et puis pas des moindres, quoi. Il manquerait plus que Facebook lance sa monnaie. Oh, wait. Non, mais bref. C'est ça. Mais en fait, c'est un modèle qu'on connaît pas trop, nous. Mais en Chine, par exemple, WeChat sert de moyen de paiement. Un système de messagerie qui sert de moyen de paiement. Donc Facebook pourrait concurrencer, faire un WeChat à la française, quoi. Bah, tu vois, par exemple, là, quand tu as tapé au clavier, on a entendu. Bon, léger. Hein. Non, mais c'est pas grave, t'en fais pas. Mais avec le RTX On, tu pourrais taper au clavier, on n'entendrait pas. Je pourrais taper sur la table quand je suis pas d'accord avec toi. Voilà, et du coup, le retour des claviers mécaniques en stream sans que ça fasse du bruit. Ah oui, effectivement. Des claviers qui font des gros clac, 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 voilà. Après, bon, allez, on va passer. Si tu es en train de streamer du JV, tu utilises déjà ta carte. Oui, mais c'est pas grave, ça consomme très très peu pour le traitement du son, justement. Et surtout, si tu as une RTX. Si tu as une RTX, tu peux le faire sans souci. Ah oui, c'est vrai. Là, tu as le chipset dédié. Voilà. Facebook Messenger Kids. Tadam. Le retour. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une app qui avait fait polémique à l'époque. Seulement, ils reviennent avec une nouvelle version. Ils la lancent dans 70 nouveaux pays, dont pas la France. Voilà. Je vous le dis direct, pas la France. Qu'est-ce que c'est ? C'est un Messenger avec un contrôle parental. En fait, c'est fait... Normalement, on ne s'inscrit pas sur Facebook avant 13 ans. Mais même à partir de 13 ans, on est toujours mineur. Mais là, l'idée, c'est même d'autoriser à des enfants encore plus jeunes. Donc,
vos enfants peuvent très bien avoir des amis. Alors moi je le vois, mes enfants ont tendance à appeler leurs copains, copines en vidéo, puisqu'ils sont confinés, ils peuvent pas se voir. Donc ils s'appellent de temps en temps. C'est-à-dire genre une fois par semaine à 14h, mon fils appelle son meilleur pote en visio, enfin tu vois, enfin voilà. Donc il commence à prendre déjà l'habitude à 10 ans quoi. Et là en fait, l'idée de cette app là, c'est que vous avez la possibilité de surveiller l'activité de votre enfant sur Messenger Kids. C'est-à-dire qu'il utilise l'app Messenger. S'il ajoute quelqu'un, soit vous devez vous valider l'ajout de cette personne-là, soit il est capable de l'ajouter et vous a posteriori, vous pouvez dire tiens, vous recevez une notif, il a ajouté une personne, vous pouvez regarder et dire ah non, cette personne je ne veux pas, ou cette personne ok ça va, donc je laisse telle quelle. C'est ce que l'on voit par exemple dans la capture là, dans Controlled. Vous voyez par exemple que la personne est amie avec Amy Jones et qu'elle a l'autorisation de chatter, mais pas l'autorisation de faire de la caméra par exemple. Vous cochez ça, ou c'est pas. intéressant quand même, Ouais, parce vous que c'est cochez un des ou pas. risques sur les enfants. Bien sûr, Si bien sûr tu les que c'est un laisses avec un device comme ça, ouvert sur le monde, d'avoir n'importe qui cherche à rentrer en contact avec, ça c'est très intéressant, effectivement, je comprends l'intérêt. Voilà, c'est vraiment ça l'intérêt final. Et si jamais un adulte veut s'ajouter dans la liste d'amis, évidemment, ça n'est pas possible. Il faut obligatoirement oui, ça communique avec Messenger normal, Roxy Juju. S'ajouter dans un groupe, par exemple, ça n'est pas possible. Il faut l'accepter. Donc, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, un coach sportif qui décide de faire un groupe sur Messenger Kids pour ses gamins, pour les prévenir des entraînements, des matchs le week-end et tout ça, il faut que ce soit approuvé par les parents. Que la personne puisse parler sur le groupe, ou par exemple un prof, aujourd'hui on est confiné, donc il y a des profs qui discutent avec leurs élèves sur WhatsApp, Discord, enfin ils mettent en place tout un tas de trucs comme ça. Mais il y en a qui utilisent Messenger, et là c'est pareil, vous devez approuver ou pas le professeur dans la discussion. Alors vous allez me dire, le système n'est pas infaillible, il suffit de se créer un profil d'enfant, faire valider avec un autre profil pour pouvoir discuter avec des gamins en se faisant passer pour un enfant. Mais bon, quand les parents vont demander mais qui est cette personne, parce que tu as une notif, donc du coup c'est quand même assez facile à contrôler, genre mais je connais pas cet enfant, c'est ton ami, qui est-ce que c'est, enfin, tu vois, bref. Donc voilà. Donc là pour le moment c'est dispo US, Canada, Amérique latine, et 70 nouveaux pays, donc petit à petit il y a le Brésil, l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande qui maintenant ont activé ce service-là. Donc voilà. C'est intéressant. C'est discutable, mais parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais écoute, ça a au moins le mérite d'exister. Les fonctions de contrôle, en tout cas, vu que c'est quand même un vrai risque. Et c'est assez simple. Comme ça. Ouais. En fait, l'intérêt, c'est que ce soit simple à utiliser pour les parents. C'est-à-dire que si tu dois être ingénieur informaticien pour gérer les autorisations, laisse tomber, quoi. Là, c'est assez basique, l'interface est basique, des gros boutons, t'appuies dessus, ça active pas, enfin voilà. Allez, news vite fait, Alexa qui parle humain. Ça faisait un moment qu'on avait cette promesse-là, hein. Amazon qui avait dit qu'ils utilisaient le deep learning pour faire du text-to-speech naturel, le plus naturel possible. Bon, maintenant, il y a de nouvelles voix et de nouvelles façons de s'exprimer de l'assistant de chez Amazon. Par exemple, vous lui demandez de vous lire votre agenda ou lire des news, elle va prendre une intonation qui va bien pour ça. Si ce sont des news, elle va vous les lire façon journaliste, enfin tu vois, voilà. Et d'accord. Voilà, exactement. Et donc du coup, si par exemple, alors c'est pas encore chez nous, hein, je vous le dis direct, pour le moment c'est uniquement en US. Si par exemple vous lui demandez de la musique ou des trucs comme ça et vous lui dites ah ben finalement ça j'aime pas, elle peut vous répondre en vous disant ah mince je pensais que vous aimiez machin, ou au contraire tu dis vas-y mets-moi de la musique qui bouge, je fais allez ouais je t'envoie un super truc qui bouge machin, enfin avec une vraie intonation, et alors que c'est pas allez je t'envoie un truc qui bouge, tu vas t'éclater, youpi. Ouais, c'est ça. Voilà, le but c'est d'essayer d'humaniser la voix des assistants personnels. C'est pas plus spontané. Voilà, donc ils vont utiliser leur Amazon Web Services, en veux-tu en voilà, avec du deep learning, de l'IA, bien sûr, comme d'habitude. C'est intéressant. Après, c'est souvent que c'est disponible pour une version en anglais, et exactement. Que pour l'avoir dans les autres langues, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, ouais, c'est ça. Mais ça viendra. Ouais. Allez, on fait un petit tunnel de 2 news de chez Apple. Ouais. Tu vas nous parler de l'iPhone SE+.
Mais oui, donc quand vous avez parlé de l'iPhone SE, je crois la semaine dernière lors de la sortie, donc il est sorti en version, on va dire, classique, c'est-à-dire une diagonale de 4,7 pouces, donc vraiment le form factor de l'iPhone 8. Et donc, du fait de la sortie de l'iPhone SE, l'iPhone 8 a disparu du catalogue. Vous allez me dire, bah, c'est normal, effectivement, l'iPhone SE est mieux que l'iPhone 8, et on a vu pourquoi Il y a pas photo. la semaine dernière. Mais surtout, ce qui a disparu en même temps, c'est l'iPhone 8 Plus. Ouais, et c'est dommage. Et ben oui, effectivement, parce qu'il avait une diagonale de 5,5 pouces, Une meilleure qui est autonomie. intéressante, une meilleure autonomie, puisque plus gros. On en a parlé aussi d'ailleurs mercredi dernier, décidément, on a été très complet. Mais il faut voir aussi que... Et une double optique. Oui, tout à fait. Et donc là maintenant, si on veut plus grand en fait, il faut se tourner vers l'iPhone XR qui a une dial de 6,1 pouces. Mais on change de gamme puisque là on est sur la gamme de prix c'est pas la même. Voilà. Et c'est pas du tout la même gamme de prix, on est dans les 710 €. Voilà. Donc on n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc sort une rumeur en fait qui serait que Apple pourrait dévoiler un iPhone SE Plus qui reprendrait tout simplement le châssis de l'iPhone 8 Plus. Et donc, mais avec à l'intérieur un iPhone SE. Exactement. Peut-être un double objectif, peut-être. Mais il faudra voir pour pas trop non plus vampiriser le modèle au-dessus. Ouais, et puis même en termes de tarification, ce serait cool de virer ce truc-là. Mais bon, c'est pas ultra utile. Ils font maintenant de façon logicielle le mode portrait, donc ça a plus de sens d'avoir une double optique. Exactement. À l'époque, c'était justifié par ça. Assez vite de ce que j'ai pu voir dans les tests. Donc, oui. Oui, avec un A13, ça le fait très bien. La petite news, mais c'est vrai que je trouve que ça peut avoir du sens pour ceux qui cherchent. C'est pas faux. Il y a un iPhone qui a disparu, on l'avait pas vu disparaître, celui-ci. On l'avait pas vu disparaître, le 8 Plus. Et oui, c'est ça, exactement. Je vous ai mis une petite image d'illustration pour que vous puissiez voir. Donc iPhone SE, deuxième génération, l'iPhone 8 Plus au milieu, et l'iPhone XR à droite, 10R, pardon, je dis toujours X. Non, c'est pas grave. Le 10R, d'ailleurs, je le trouve vraiment bien. Hein. Enfin, bon, il commence à vieillir, mais il est top, quoi. Un 10R avec une puce d'iPhone SE, ça serait top. Hein. Ah, ça aurait été top. Ça aurait été top. Mais même, déjà, le 10R est vraiment très très bien. Ouais, non, c'est un excellent compromis. Et pour le coup, c'est vrai que cette année, l'iPhone 11 est vraiment très bien. Moi qui suis sur des versions pro, je me pose la question lors de mon prochain renouvellement pour descendre de gamme et prendre l'iPhone 12 peut-être, si il a les différentes compétences. Sans prendre la version Pro Max. Ouais, c'est ça. Tu te dis, c'est dépenser plus pour finalement gagner un peu en diagonale d'écran, mais c'est vraiment utile. Je gagne un peu en diagonalité et en autonomie. On va s'en reparler tout à l'heure dans le dossier, et notamment avec ma watch qui vampirise mon utilisation d'iPhone, tu vois. D'accord, je comprends tout à fait. Écran OLED, ça change bien, c'est vrai. Arceo, ça change bien, mais l'iPhone 11, lui, pour le coup, a un écran AMOLED, mais bon. On va parler aussi rapidement du coup de la rumeur du retour de la vengeance du AirPower. C'est un peu fou. Alors c'est vrai que moi j'avais hésité à la partager avec vous. Après je me dis qu'il y a quand même du sens. Là on sort tous les nouveaux iPhones qui sortent ont tous un dos vert pour pouvoir arriver à faire de la recharge. Et c'est pas possible que Apple ne vienne pas avec uniquement les constructeurs tiers faire de la recharge sans fil. Donc ok, ils ont fait leur mea culpa. Maintenant c'était il y a plus d'un an. Bon, ils peuvent repartir sur autre chose. Donc là il y aurait deux possibilités dans ce qu'on entend. Ça serait une première version de... Ah mais voilà, tu as mis la vidéo, la photo. Donc une première version qui serait avec deux capacités de charge. Donc on met deux produits dessus et ils chargent. Et une deuxième qui serait une version un peu plus mini et qui se limiterait à un seul appareil à charger. Donc mais là, là, en fait, on est sur ce que fait finalement déjà la concurrence, c'est-à-dire une bobine et l'autre deux bobines. On place pas réellement l'objet où on veut. Ça reste très simple technologiquement parlant. Alors, mais du coup, la valeur ajoutée d'Apple, là, c'est quoi l'objet un peu où on veut, peut-être que justement, il y aura un petit peu plus d'intelligence, entre guillemets. Et moi, surtout, je vous avais déjà présenté dans les bons plans et tests un petit device que j'ai pour pouvoir recharger mes appareils et qui a plein de petites bobines qui ne chauffent pas du tout, sur lesquelles je peux mettre 3 devices différents. Ça marche très bien. Donc, je pense qu'ils peuvent y aller. Ouais, après j'ai du mal à imaginer la valeur ajoutée d'Apple dans le domaine. Il y aura un logo Apple dessus. Oui, il y aura le logo Apple dessus sans doute. L'intérêt du AirPower, c'était que
quand tu posais l'écran de ton iPhone, t'affichais le niveau de charge du truc. Enfin, il y avait un aspect connecté qui était sympa. Il y avait un lien, Voilà, là, le fait de voir deux trucs séparés, enfin, je sais pas. Faut voir, ils vont peut-être nous surprendre sur le truc. La plus-value, le prix, ouais, peut-être. T'aurais une notif sur ta montre quand le smartphone sera chargé. Ouais, pourquoi pas. Ils trouveront bien mais ça, en fait, ils pourraient déjà le faire. Rentrer dans l'écosystème. Ouais, mais ça, ils pourraient déjà le faire, Nico Poppy. Envoyer une notif à la montre pour dire que le smartphone est chargé. Ouais, mais directement par le smartphone, en fait. Voilà, exactement. Et pas besoin de la station de charge. Ça aurait été pas mal. Ouais, on va parler encore un peu d'argent avec toi, évidemment. Hein. La consommation, tout ça. Hein. Il faut bien relancer ce soir, on est là-dessus. Exactement. Il faut relancer l'économie. Allez, Google Shopping qui devient gratuit pour les e-commerçants. Ben oui. Donc, bon, je pense qu'on les voit tous venir avec leurs gros sabots. Hein, donc, ah bon je sais pas si vous... Quelle idée. Donc, Google Shopping, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, ça a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est il y a quelques mois, vraiment avec une grosse campagne de com. Et d'ailleurs, pour le mois de novembre-décembre, là, c'est stratégique sur les achats. Ça a pas mal fonctionné et il y avait beaucoup de promotions pour ceux qui suivent un peu les promos avec Google Shopping, avec 15-20% de réduction si on passait par leur plateforme, pour lancer un peu la plateforme. Donc, ils ont fait quand même pas mal de tests. Et là, ils veulent étendre en fait leur base d'entreprises qui proposent leurs produits via cette plateforme-là. Donc, c'est une plateforme qui permet de référencer et proposer des produits de vendeurs tiers. Oui, c'est que et jusqu'à présent, il y avait un coût d'entrée. Et ce coût d'entrée passe maintenant à 0. Ça veut dire que c'est totalement gratuit pour venir proposer ces produits. Bon, clairement, aujourd'hui, Google est outsider sur ce domaine-là. C'est proche de ce qu'on... Alors, c'est proche, mais c'est pas tout à fait le même concept que les marketplaces, par exemple. Donc, vous êtes vendeur, vous vendez vos produits. Aujourd'hui, vous passez par Amazon et la marketplace Amazon pour pouvoir vendre et avoir l'exposition, en fait, sur le e-commerce. Vous pouvez faire la même chose avec Cdiscount, vous avez la même chose sur Rakuten, enfin voilà, toutes les grandes plateformes, la Fnac a des marketplaces. Et donc Google a sorti ce Google Shopping, qui est une grande marketplace, sauf que vous êtes déjà référencé dans le moteur de recherche de Google, ce qui est quand même le saint des saints. Oui. Donc vous rentrez un nom de produit, vous avez en haut Shopping, et vous pouvez choisir les produits qui correspondent dans votre Google Shopping. Donc, en termes d'exposition, lorsque vous êtes un petit vendeur qui n'a pas de budget de communication, marketing ou autre, bah, c'est une exposition magnifique. Ah, mais bien sûr. C'est vrai que c'est très intéressant, s'il n'y a aucun frais d'entrée. On va faire ça pour la boutique. Par contre, clairement, c'est là où je disais, vous le voyez venir avec ses gros sabots, c'est que s'ils arrivent, qu'ils font ça gratuitement et qu'ils tuent le marché, et ensuite, ils vont pouvoir refixer des libres. C'est ça, et puis en attendant, ils savent ce que tu commandes. En ayant tué la concurrence. Bien sûr, en attendant, ils savent ce que tu commandes, ils connaissent ton comportement d'achat, enfin voilà, donc c'est... ils peuvent te proposer d'autres objets, enfin bon, c'est évidemment l'objectif. Tu utilises toi Google Shopping ou pas du tout? Moi je m'en sers de comparateur de prix, mais je commande jamais rien via Google Shopping. Je sais pas si tu m'entends toujours, Bertrand, mais je pense que je t'ai perdu. Mais bref, donc il est en train de taper, en train de dire « Je ne t'entends plus ». Mais moi, je t'entends. Donc, du coup, est-ce que dans la chatroom, vous l'utilisez ou pas? Parce que je vous avoue que moi... ça y est, c'est revenu. Voilà. Je vous avoue que... Je posais la question, est-ce que tu utilises Google Shopping ou pas du tout? Uniquement pour les promos. Quand il y a eu des promos, là, je m'en suis servi. Ouais, d'accord, ok. Parce que moi, en fait, je m'en sers juste de comparateur de prix. C'est-à-dire que je cherche un produit dans Google Shopping et... C'est vrai. Et après, je clique jamais sur... je vais jamais jusqu'à l'achat, en fait, via Google Shopping. Bon, c'est peut-être... Ouais, c'est... Les seules fois où je suis passé par Google Shopping, c'est parce qu'il y avait justement des réductions et des promotions. Donc, j'étais uniquement en chasseur de promos et pas en utilisateur de la plateforme. Loïc Bocquet qui te dit une fois car seulement dispo chez Google. Ah oui, bah oui, forcément. C'est quoi le SAV de Google Shopping? Tu renvoies comment et où? Mais tu travailles avec ton commerçant en fait. C'est ça, directement. Non. Donc non, il n'y a pas assez de choix, je trouve, disait Toon. Ouais, ok. Mais en fait, c'est un marketplace, hein, donc du coup, oui, c'est direct. Tu gères ça avec le commerçant directement. Mais c'est encore, c'est vrai aussi sur Amazon. Là, par exemple, on a commandé un produit pour le studio qui convient pas. On doit le renvoyer. Comme il n'a pas été vendu par Amazon, en fait, le fournisseur nous a fait un truc de retour, mais on doit nous faire l'avance sur les frais de port, par exemple.
et le renvoyer. Ensuite, eux nous rembourseront les frais de port une fois le produit reçu, quoi. Donc voilà, c'est exactement le même principe. Allez, on enchaîne sur notre mini dossier. On va aller assez vite d'ailleurs, hein. Mais donc les changements d'habitude d'achat et de paiement. Donc il y en a Et quelques-unes en ce notamment, moment. ouais, suite à la. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas marqué dans le titre, mais c'est suite aussi au Covid-19. Ou hein, ça, c'est ça que rentrerait effectivement, pas dans le titre. voilà, je fais attention maintenant sur Ouais, c'est les ça. titres. Donc, mais oui, enfin, je ne sais pas si vous l'avez constaté. D'ailleurs, je suis intéressé moi par Les le retours. chat pour voir si vous en avez et si vous avez changé vos habitudes. Mais ne serait-ce qu'avec le confinement, vous changez vos habitudes Ah, bien de sûr. fait, hein, ça c'est certain. Et moi, je l'ai vu à 2 niveaux. C'est au niveau des achats. Donc, c'est vrai que on a un boom des plateformes de e-commerce. On a Amazon qui a fait un boom à travers le monde, hein, en termes de vente, Mhm. puisque on a toujours besoin d'acheter quand même des produits de première nécessité ou pas. On avait déjà fait le point la semaine dernière sur Amazon, où 90% de leurs ventes aujourd'hui estimées, hein, ne sont pas des produits de première nécessité. Donc, on voit que les gens aujourd'hui continuent à utiliser Amazon pour se faire livrer des biens et des produits. Mais encore une fois, quand on a des enfants à la maison, c'est quand même bien de pouvoir commander des livres ou de pouvoir commander des biens pour pouvoir les occuper, hein, tout Bah oui. simplement. Ça devient de la première nécessité dans certains cas. Donc, on voit qu'en tout cas, il y a des besoins qui apparaissent. On vient utiliser beaucoup plus les plateformes en ligne, mais on a aussi tout ce qui est drive. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde cherche à faire du drive, hein, pour aller pour éviter chercher le ses maximum courses. des contacts avec des gens. Exactement, pour limiter les contacts. Donc là, je vois par exemple, moi, pour la première fois, j'ai utilisé le drive Leroy Merlin. Donc, Ouais. je me dis, hein, parce qu'ils ont de manière bien vue, en tout cas, mis en place et augmenté en tout cas les capacités de leur drive. Et c'est très bien fait, hein. Donc vous commandez en ligne, vous avez un créneau, vous venez chercher, il n'y a aucun contact. Vous restez dans votre voiture, le livreur vous pose le produit à côté. Le livreur s'en va et vous récupérez votre produit et vous repartez. Donc vous n'avez touché personne, vu personne. C'est extrêmement bien fait. Et Ouais. typiquement, le drive Leroy Merlin, je m'en étais jamais servi jusqu'à Non, présent. évidemment. Alors après, ce qui est fou, c'est que les habitudes ont vraiment changé dans le sens où, par exemple, la dernière fois, je devais aller faire mes courses alimentaires. Plutôt que d'aller au supermarché à côté de chez moi, je me suis dit, je vais tenter de me faire un chrono drive, comme j'ai l'habitude de le faire, donc via l'appli ou via le site web. J'avais aucun créneau de disponible parce qu'en gros, ils ouvrent des créneaux de temps en temps. C'est tellement saturé de commandes qu'en fait, ils ouvrent des créneaux de temps en temps, genre 10 jours à l'avance. Donc, en attendant, voilà. Ouais, mais il faut vraiment prévoir le truc. Parce que la demande a complètement explosé. Donc, voilà, on t'ouvre en fait des créneaux. Enfin, chez nous en tout cas, donc c'est peut-être pas le cas dans toutes les villes. Hein. Mais on t'ouvre des créneaux et en gros, c'est les premiers arrivés, premiers servis. Sur ces créneaux-là pour faire leurs courses, quoi. Je trouve ça juste hallucinant. Les plateformes ont complètement explosé en fait grâce à ça. N'empêche que ça fait des vrais changements d'habitude. Les gens vont trouver ça assez pratique aussi de pas aller en supermarché. Et ces plateformes-là risquent de comment ça s'appelle de bénéficier vraiment de l'après-crise. C'est-à-dire que les gens auront pris l'habitude de faire leurs courses dans des drives. Et honnêtement, c'est mauvais signe quand même pour la grande distrib traditionnelle en fait. Alors, sauf si ce sont les drives de la grande distrib. S'ils se réinventent, oui, mais le problème, c'est... Tu vends pas la même chose en drive que lorsque tu présentes dans les rayons et les achats, on va dire, compulsifs, les achats de circonstance. Voilà. Tu en as moins, tu as un peu de pub. Puis quand tu mets dans ton panier, dis, vous voulez pas prendre ça aussi avec ça. Oui, mais c'est pas pareil. Voilà. Parce que là, en plus, tu vois le prix en frontal. D'habitude, le packaging fait que tu oublies le prix, en fait. Donc, il y a vraiment cette habitude qui change. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que les plateformes en ligne ont tenu le choc. Hein. Techniquement, en tout cas, c'est assez fou. Autre point qui est lié à la tech, hein, mais que je trouvais intéressant, puisque là, on se dit, pour le coup, c'est les géants du e-commerce, c'est des GAFAM qu'on vient encore alimenter. Je parlais tout à l'heure des achats à distance via Amazon. Tout à fait. Mais il y a aussi de l'achat local via des drives. Donc, nous, on est sur le secteur de Bordeaux. Et on a des petits producteurs locaux qui se sont réunis pour faire ce qu'on appelle des drives fermiers. Ouais.
et qui proposent en fait d'aller vendre leur production locale sur des drives qui sont montés. Alors, c'est pas Bien sûr, tu passes pas avec la la barrière même capacité électronique, de tu montes pas ton QR traitement. code, Voilà, voilà. exactement. Mais c'est pas gênant. Non. Et on arrive quand même à faire du drive avec de la production locale, et on arrive pour le coup à favoriser des circuits courts, puisque là, Ouais. on est directement Mais là, du par contre, producteur au t'as vu aussi consommateur. les délais. C'est genre, tu commandes maintenant, t'es Ouais. livré début mai, quoi. Mais ils ont été saturés par 15 rapport jours. à... Enfin, Ouais, c'est délai fou. de 15 jours. La commande en ligne a complètement explosé. Complètement Ouais. explosé. Et ça, moi je pense vraiment, en tout cas, qu'il y aura un avant, un après. Les gens qui ont pris leurs habitudes là-dessus, c'est une force. Moi, bon, je vais pas faire un cas personnel, un cas d'école, mais mes parents, par exemple, ont fait leur première course drive maintenant et trouvent ça maintenant hyper pratique. Eh Là ben où oui. avant, ils Et c'est ce que je te concevaient pas dis. d'aller faire du drive. Voilà, mais maintenant, en fait, les gens ont découvert ça. Grâce à la crise, il y a de fortes chances que les habitudes globales de consommation pour les courses alimentaires classiques, on continuera à aller dans les supermarchés, hein, mais il y a les courses, on va dire régulières, se feront sans doute beaucoup plus en drive après la crise. Et on avait aussi, l'autre point, c'est le paiement sans contact, du coup. Oui, et la juste livraison avant sans ça, ça me contact, c'est faisait bien, mais penser voilà. Dis-moi. à un point, en fait, c'est, je sais pas si vous avez pu remarquer dans vos boîtes aux lettres, mais vous n'avez plus non plus normalement, hein, c'est partout pareil, c'est de prospectus. Oui. En fait, Il n'y a plus de pub. Forcément, on va pas livrer des prospectus de publicitaires avec les catalogues de produits ou autres pendant les périodes de confinement. C'est pas des biens qui sont extrêmement importants et nécessaires. Mais c'est un énorme pas, en fait, et c'est un énorme budget pour notamment la grande distribution. Et c'était un petit peu le jeu de est-ce que j'y vais pas, en fait. C'était de dire si je le fais pas, c'est quoi l'impact sur mes ventes, en fait, si j'arrête d'envoyer les catalogues. Et le premier qui fait ça et qui a des ventes qui s'écroulent, il est viré. Moi, je grossis un peu le trait, mais donc c'était pas évident à tester. Et là, on a fait un test grandeur nature on ne met plus de catalogue et on voit ce qui se passe aussi. Le contexte a changé, mais il est possible aussi qu'il y ait moins de catalogues suite à ce retour-là. Voilà, à l'après-confinement. Exactement. Et donc, dans ce cas, les budgets marketing pourraient être réorientés. Exactement. Et donc plus réorientés sur la partie e-commerce. En ligne, drive, tout ça, voilà. Donc là aussi, ça peut jouer fortement. Et donc voilà, tu as raison, on a également le paiement sans contact qui a également évolué. Donc on a un point déjà qui est le passage maintenant à 50 € au niveau du seuil pour le paiement sans contact, donc qui a largement augmenté. C'est beaucoup quand même. Et donc c'est beaucoup. C'est pas forcément très rassurant pour ceux qui prennent les transports en commun et qui ne protègent pas. Alors après, au bout de 3 utilisations sans contact, ils nous demandent quand même de saisir le code. Hein. Donc il y a quand même cette sécurité. Voilà, mais ça fait quand même 150 €. Mais ça fait quand même 150 €. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Bon, après vous faites rembourser par votre banque sans aucun souci. Hein, mais voilà. Et en tout cas, moi je trouve ça très bien, le sans contact, il faut. Et aujourd'hui, c'est totalement encouragé. Là où avant, c'était pas toujours bien vu quand tu achetais 1 € avec du sans contact. Aujourd'hui, on te demande de payer tes 1 € sans contact. C'est ça. Il y a des frais. Hein. Il faut voir que le commerçant a des frais. Donc sur des petits commerces, c'est normal qu'ils mais ça, c'est pas toujours vrai en fait. Ça dépend l'histoire des frais, ça dépend des contrats qu'ils ont, mais la grande distrib, payer 1 € par carte bancaire, ça pose pas de souci. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Quand il vous dit non, c'est pas en dessous de 15 €, lol. Donc voilà, 15 € en sans contact. Alors ça sera à partir de mi-mai, hein, pas tout de suite. C'est le temps de mettre à jour tous les TPE. Alors, il y en a certains qui le font déjà, mais voilà. Et alors sur le paiement sans contact, pour le coup, donc on a le sans contact via la carte de paiement, et on a le sans contact. Pour moi, ça a été vraiment le boom. Ça a été le sans contact via l'Apple Watch. Mais alors là, t'es beaucoup plus. Ah oui. Là, t'as pas. Alors, je ne sais pas quelle est la limite. Alors, au début, c'était 350. Maintenant, je sais plus. Maintenant, je sais plus parce que ça a changé, donc voilà. J'ai eu des achats de mémoire de plus de 300 €. Et que j'ai voulu. Je me demande si c'est pas monté à 500 ou un truc comme ça. Tester, et c'est passé, hein, j'en revenais pas. Oui. Après, le paiement est ultra sécurisé. Hein, il est authentifié par ma watch qui est sur mon poignet, donc c'est forcément moi. Enfin, c'est beaucoup plus sécurisé. Et ça passe par. Non, voilà, c'est complètement différent. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus sécurisé, c'est activé que sur le moment, enfin bref. C'est traqué dans ton iPhone avec la géoloc de l'endroit où tu as acheté. Enfin bref, il y a tout un système de sécurité mis en place
pour que les banques acceptent Apple Pay ou Google Pay d'ailleurs, hein, parce que là, tu montres Apple Pay, mais oui, bien sûr, Google Pay. Et si tu paies avec ton iPhone, là, c'est directement validé via Face ID. Face ID, exactement, qui a été reconnu, homologué comme un système sécurisé. Exactement. Donc là, vraiment, on a d'autres usages et le paiement sans contact, pour le coup, moi, je me retrouve beaucoup maintenant avec ma Watch et d'aller faire mes courses juste avec ma Watch, sans mon téléphone, parce qu'elle est avec l'option SIM. Ouais. Et elle est 4G, exactement. Et même, ça m'est déjà arrivé de partir, en fait, en oubliant mon portefeuille, en fait, tout simplement. Et j'ai aucun souci, je paie tout avec ma Watch, et elle est de plus en plus acceptée. Moi, ça m'arrive d'oublier mon portefeuille, mais j'ai toujours mon téléphone. Donc, du coup, je paye avec mon téléphone ou avec ma montre. Et évidemment, elle est aussi compatible avec les tickets resto. Tu vois, moi, je l'ai sur ma montre aussi, hein. Donc du coup, le midi, t'es limité à 19 €, mais je paye, enfin avant en tout cas, parce que maintenant je sors plus de chez moi, mais je payais avec mes tickets resto, la carte de paiement ticket resto Edenred directement dessus. Les miennes ne sont pas compatibles. Ah, dommage. Donc voilà. Mais ouais, et ça prend, vous pouvez avoir plusieurs cartes bancaires. Moi j'ai 2 cartes bancaires. Ouais, c'est ça, j'ai 2 cartes bancaires, plus ma carte Edenred. Voilà, c'est ça. J'ai pas en fait, au moment du paiement, il vous propose laquelle voulez-vous choisir. Voilà, exactement. Vous pouvez en définir une et par défaut. Il en met une par défaut. Voilà. Tiens, au passage, petite anecdote comme ça, après on va passer à la sélection de la semaine. Quand vous avez des bornes SNCF, tu sais, TGV, Inouï alors c'est pas un Inouï, c'était... Si, peut-être que c'était un Inouï ou c'était l'autre. L'idée c'est que, vous savez, vous avez un QR code que vous mettez sur votre téléphone et vous l'approchez d'une borne pour qu'il lise le QR code sur le téléphone. Bon, le problème c'est qu'il y a aussi un lecteur NFC intégré à la borne, et donc quand vous approchez votre iPhone de la borne pour qu'il lise le QR code, le NFC est capté par le téléphone et il vous affiche votre carte bancaire, donc ça efface ça enlève le QR code et vous pouvez pas valider. D'accord, donc oui. Voilà, aux bornes automatiques, ça me l'a fait plein de fois. Donc au bout d'un moment, ça a fini par passer en essayant de faire un peu loin, tu vois, en montant la luminosité, machin truc. Mais c'est très con d'avoir fait comme ça. Soit vous activez le NFC, soit vous activez mais c'est au même endroit en fait sur la borne. Donc c'est complètement nul d'avoir mis au même endroit la caméra plus le lecteur NFC. Moi, ça me l'a fait pour les billets de train en QR code. Quand tu approches le QR ouais, c'est ça. code à une époque, c'est exactement ça. Voilà. C'était hop, et ça te déclenche en Apple NFC, Pay. Ouais, ça déclenche Apple Pay. Et du coup, ça marche plus. Parce que ça t'efface du coup le truc. Ça me l'avait fait beaucoup et depuis, je l'ai plus. Donc, ils ont dû changer quelque chose. En tout cas, le bug est duré depuis longtemps. En janvier, c'était encore le cas. Mi-janvier, c'était encore le cas. Moriarty. Voilà. Donc il me dit que le bug est résolu. Et dernier point sur le point que je voulais juste partager avec vous. Donc on parlait d'Amazon qui sort grand gagnant de ce confinement. Et pour autant, Amazon a décidé de manière unilatérale de réduire il a été un peu forcé. De réduire la rémunération de l'affiliation aux États-Unis en fait. Oui. Voilà. Et on a certaines catégories, donc l'affiliation, vous achetez sur Internet, donc sur le site d'Amazon, vous êtes passé on a un lien d'affiliation. Un lien sponsorisé qui va immédiatement vous être mis dans le chat. Et donc, automatiquement, tous les prochains achats que vous ferez, vous ne les payez pas plus cher, mais il y a un petit pourcentage qui est reversé à celui qui vous a envoyé le lien et qui vous a envoyé vers le produit ou vers le site. Et ce qui veut dire qu'on part du principe que si vous êtes allé sur ce site-là, et donc sur le site d'Amazon, c'est parce qu'on vous a poussé dessus, et donc vous avez un petit retour, quelques pourcentages de tous les achats que vous faites, qui repart vers celui qui vous a envoyé le lien. Et donc, encore une fois, vous ne payez pas plus cher, c'est Amazon qui prend la commission au moins. Et là, en l'occurrence, il y a des catégories, donc pour l'instant c'est aux États-Unis, ça arrivera peut-être en Europe, qui voient leur commission réduite de plus de 50%. Donc c'est vraiment pas rien, donc c'est vraiment par catégorie de produits. Et donc c'est pas négligeable. Et il y a beaucoup de youtubeurs qui ont une partie de leurs revenus en tout cas, qui sont liés à l'affiliation, et qui vont commencer à s'inquiéter pour les Européens, et qui s'inquiètent déjà et qui constatent, qui ont constaté là, les écarts en termes de revenus sur ceux qui sont sur les États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Donc nous, on n'est pas encore concernés, mais ça ne saurait tarder. On passe à la sélection de la semaine.
rapido. Ouais. Sélection de la semaine, on vous rappelle, c'est un produit, un gadget, peu importe, un truc qu'on a testé, qui nous plaît, on a envie d'en parler. Et cette semaine, c'est ton tour. Tu vas nous parler d'une caméra. Exactement, donc c'est cette petite caméra-là. Ouais, Hop, la on la met là. 4K Voilà. caméra Action Cam. Voilà. Exactement. Allez, je vous la mets en gros. Wow. Hop. Donc, je cherchais une petite caméra une Action Cam, qui permette... type GoPro. Exactement, quoi. une Action Cam puisque je suis adepte de sport extrême, bien évidemment. Bien sûr. Donc voilà. Et donc je cherchais une qui fasse 4K et effectivement j'ai pu trouver celle-là donc en 4K 30 frames par seconde, donc c'était assez intéressant. Elle a 2 heures d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour ce que je fais. Et c'est un concurrent GoPro, donc vous l'avez vu, elle est toute petite par rapport à la main. Elle tient vraiment. Elle a un seul bouton qui fait tout et un écran tactile. Et Ça, après, c'est cool. elle est Bluetooth et ça permet comme ça de pouvoir et Wi-Fi, ça permet de la relier à son téléphone et de pouvoir avoir une vision déportée. Donc après, vous pouvez mettre tous les accessoires que vous retrouvez généralement sur de la GoPro, mais en moins cher. Ouais. Et ça vous fait vraiment une caméra très intéressante. Ce qu'il faut voir par contre, c'est que pour pouvoir être stabilisé, vous êtes obligé de réduire un petit peu la qualité. La résolution, oui, parce qu'en fait, il fait un zoom dans l'image et ensuite il bouge l'image en fonction de l'accéléromètre, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, ok. Donc c'est une stabilisation numérique en fait. Voilà, vous pouvez pas être en 4K électronique au lieu d'optique. 30 frames par seconde. Moi, ça me pose aucun souci. Ça fait déjà des vidéos énormes sur la carte SD. Heureusement, j'avais une grosse carte, mais quand même. Donc pour le coup, en récupération, c'est parfait. On peut derrière retravailler, zoomer, réencoder. Ouais, elle a un capteur Sony. Vraiment très bien. Elle a un capteur Sony, mais enfin vraiment, elle était très bien notée. Ça faisait un petit moment que je me posais la question de la prendre. Et là, c'est les sports d'hiver de cette année qui m'ont décidé. J'ai voulu la tester à ce moment-là. Alors là, maintenant qu'on est confiné, elle sert beaucoup moins, évidemment. Ah ben oui, là, effectivement. Voilà, les seules cascades que tu peux filmer, c'est éventuellement celles où tu sors de ton lit pour aller au bureau. Attention. J'ai des enfants, donc je peux quand même faire au moins du gag. C'est ça. Ouais. Donc voilà, si vous cherchez une caméra vraiment intéressante, donc elle est à 149 €. Alors moi je l'ai eu à ce prix-là en tout cas, donc il faut attendre un petit peu, elle n'est pas tout le temps à ce prix. Ça reste moins cher que la GoPro. Moment, elle est un peu indisponible, c'est nettement moins cher que la GoPro, et si vous n'êtes pas un puriste en termes de qualité, de stabilisation, de ce que vous voulez, elle fait largement l'affaire en tout cas. Et pour moi, vraiment, je l'ai testé. C'est pour ça que je vous en parle. On vous parle je les avais vus passer. Ouais, elle est vraiment très bien. Ouais, c'est pour la 4K. Et comme dit Nico Poppy, celle qui filme qu'en 1080, qui a entre 40 et 50 €, tu vois. Donc, bon, elle aura sans doute quelle fonctionnalité en moins aussi, hein, mais c'est assez dingue. L'écran tactile et tout, pour une caméra comme ça. C'est vraiment sympa. Si vous voulez pas vous ruiner, souvent on achète des GoPro qui coûtent une blinde, on les sort 2-3 fois dans l'année pour l'argent investi dedans. Voilà. Ah, t'en as une, tu l'utilises en webcam, Mister SP? Une e-cam? C'est vrai que ça peut peut-être s'utiliser en oui, webcam. ça serait intéressant, ouais. Effectivement, tiens, c'est un test que j'ai pas fait. Ok. Mais c'est un bon test, bonne idée. Mais ok, donc tu la recommandes du coup, la i 4K, ouais, vraiment les yeux fermés, vous pouvez y aller, hyper simple à utiliser, à paramétrer. Ouvrez les yeux quand même quand vous l'utilisez. Vous lâchez les yeux fermés, mais par contre vous ouvrez les yeux quand vous l'utilisez. Pour cadrer, c'est mieux. Exactement, parce qu'elle fera pas tout pour vous quand même. Bon, non mais moi ça m'intéresse un peu parce qu'elle a quand même un grand angle comme beaucoup d'action cam. Donc c'est hyper intéressant. Effectivement, tu vois, bon, moi j'utilise une webcam grand angle déjà, mais pour ceux qui n'ont pas de... Tu vois, par exemple, pour filmer Kitchen Killer comme on fait ou d'autres émissions, une caméra grand angle, c'est hyper intéressant. Donc, tout à fait. Et il faudrait tester, effectivement, en caméra externe, mais je pense qu'il n'y a pas de raison, en tout cas, que ça puisse pas se faire. Ouais. Bon, allez, pour nous retrouver sur les internets, sur Twitter, @CédricBonnet, @BertrandInnov. On est arrivé à la fin de l'émission. Pour nous soutenir, je vous le rappelle encore une fois, tipeee.com/STDRenegade. Et si vous êtes Twitch Prime, ou pas Prime d'ailleurs, si vous voulez juste devenir sub à la chaîne Twitch, vous pouvez. C'est la chaîne du studio Renegade. N'hésitez pas.
Et vous avez la possibilité aussi de nous soutenir en faisant un don à la chaîne. Enfin, tout est expliqué sur la chaîne Twitch. Voilà. Et on remercie au passage notre sponsor, Epitech Digital, qui nous aide à la réalisation de nos différentes émissions, etc. N'hésitez pas aussi à aller voir ce qu'ils font, c'est sur la page Twitch. Sinon, pour savoir un peu ce qui se passe sur la chaîne, studiorenegade.fr, pour ceux qui nous suivent en direct, juste après nous, vous avez une émission sympathique avec Charlie, Château Aventure, où ils vont s'amuser toute la soirée. Donc n'hésitez pas, il y a tout un tas de programmes pour le studio, donc vous regardez Beats, mais vous pouvez être intéressé par d'autres choses. Si vous regardez Beats, vous êtes intéressé par le high-tech, tous les matins de 8 à 9 sur la chaîne Twitch, Morning Tech Review, présenté par moi-même, par Nelliger et moi-même. Vous pouvez même venir intervenir pendant qu'on fait notre veille tous les matins. Voilà, merci encore à vous, et on se donne rendez-vous, moi, demain matin, pour si vous venez me voir en direct, sinon, la semaine prochaine. Merci à toi Bertrand. Et merci beaucoup. Et merci la chatroom d'avoir participé. Ciao, ciao. Cette émission vous est proposée avec la participation de Epitech Digital.